Pause. Ce que vous venez de voir là, ça pourrait peut-être changer l'industrie du film en Suisse. Mais d'abord, faisons un bond dans le passé pour bien comprendre pourquoi. Nous sommes en 2012 au Festival du film de Berlin. Timo Vuorensola, réalisateur finlandais jusqu'à présent connu pour ses films Star Wars, des parodies de la saga Star Trek, et Tero Kaukoma, producteur lui aussi finlandais et fondateur de la société de production Blind Spot Pictures, présentent ensemble le fruit d'un long travail étalé sur 6 ans. Un film très attendu, à la production compliquée, dont le concept de base a été troué lors d'une séance de sauna. Et je ne plaisante même pas. Si vous n'avez jamais entendu parler de Iron Sky, c'est des nazis sur la Lune. Voilà. Non, plus sérieusement, ça parle de nazis qui, après s'être enfuis sur la face cachée de la Lune suite à leur défaite à la fin de la Seconde Guerre mondiale, préparent leur retour sur Terre en 2018, au même moment où la présidente des États-Unis envoie le premier homme noir sur la Lune dans l'idée de se faire réélire par les citoyens et citoyennes américains. Et vous savez quoi? Autant le film sonne comme une bonne grosse blague d'1h30, autant j'ai vraiment été surpris en bien par les nombreuses qualités d'Iron Sky. Il faut avant tout savoir que le film est pensé comme étant une comédie satirique, clairement conscient de la stupidité de son concept tout en sachant comment jouer avec. En dehors des nazis attaquant la Terre avec des soucoupes volantes et des dirigeables lanceurs de météorites, on a aussi droit à plein de blagues et références au nazisme qui m'ont fait beaucoup rire et qui tournent au ridicule les méchants allemands au brassard rouge. What's wrong with your skin? Come on now, please. I mean, you have met a brother before, right? No, I'm the only child. No, I didn't mean it like that. Et Iron Sky ne se gêne pas non plus de se moquer des USA, de son gouvernement et même des autres nations qui ne valent pas forcément mieux comme on l'apprend à la fin du troisième acte. Mais si l'on met de côté l'absurdité, le film est étrangement sérieux, voire même dramatique. D'abord convaincu du nazisme, le personnage principal incarné par l'excellente Julia Dietze... Dietz. Bref, la blonde se rend peu à peu compte que ce régime n'est pas aussi glorieux qu'elle ne le pensait, tandis que la présidente des États-Unis, sous l'influence du grand méchant du film, se met à utiliser des discours nazis pour booster sa campagne de réélection, preuve que même au XXIe siècle, on ne peut être à l'abri d'un potentiel dictateur se faisant passer pour un bienfaiteur, mais cachant de sombres projets. Un constat effrayant auquel je ne m'attendais pas du tout en regardant un film avec des nazis sur la Lune. Après, d'autres œuvres l'ont déjà fait auparavant, par exemple le roman Erich Widerda, imaginant Hitler revenir à notre époque. Ouais, rien que ça. Mais l'effort mérite d'être souligné, tout comme les nombreuses qualités visuelles de Iron Sky. Et oui, s'il y a bien quelque chose qui impressionne avec le film, ce sont bien les effets spéciaux. Bordel que c'est beau, mais que c'est beau! Le design des différents vaisseaux et décors sont parfaitement conçus et criant de réalisme à l'écran. Un réalisme renforcé par le travail sur les costumes et la photographie, que je trouve vraiment très joli. Bref, en résumé, c'est un très bon divertissement à la fois malin et drôle auquel je vous recommande fortement de jeter un œil. Et maintenant, on arrive à un point où on se dit qu'avec toutes ces qualités visuelles, Iron Sky a forcément dû coûter une fortune. Eh ben pas du tout en fait, c'est justement pour ça que je vous en parle. Iron Sky a coûté seulement 7,5 millions de dollars, budget auquel j'ai encore de la peine à croire tant le rendu final est impressionnant. Une réussite que l'on peut attribuer au producteur Tero Kaukoma qui s'est beaucoup impliqué dans le projet et au réalisateur Timo Vuorensola qui avait l'habitude de produire du contenu ambitieux avec très peu de moyens. Il est aussi très important de noter qu'une partie du budget a été financée par les fans du projet grâce à des plateformes comme Indiegogo ou Kickstarter. Ce sera au final une somme d'1 million de dollars qui sera récoltée, faisant du financement participatif du film une pure réussite. Une réussite qui se soldera par un semi-échec puisqu'Iron Sky a été peu distribué en salle, se limitant à l'Europe. Oh non! Le film verra même une grande partie de ses recettes s'envoler lorsque le distributeur du film en Angleterre aura la brillante idée de proposer Iron Sky en copie physique 6 mois trop tôt. Une grave erreur qui fera de Iron Sky le film le plus piraté de tous les temps. Triste record si vous voulez mon avis. I don't like that. Malgré l'échec en salle, Tero et Timo ont pu constater l'enthousiasme du public envers leur film et les nombreuses portes que ce dernier ouvrait. C'est donc en toute logique qu'ils ont décidé de ne pas faire de suite. Iron Sky The Coming Grace ou tout simplement Iron Sky 2 est donc la suite de Iron Sky, toujours réalisé par Timo Vuorensola et produit par Tero Kaukoma. Sorti en 2019, ce film nous raconte la fuite de l'humanité vers la Lune suite à la Troisième Guerre mondiale qu'a entraîné le retour des nazis, rendant la Terre inhabitable. Mais 29 années plus tard, l'ancienne base nazie dans laquelle les derniers humains se sont réfugiés s'est grandement détériorée et met en danger ce qui reste de l'humanité.
Un groupe de vaillants héros bien clichés va donc prendre courage et quitter la Lune pour se rendre à la Terre creuse afin d'y trouver la Vrilia, une matière extraterrestre et puissante contenue dans le Saint Graal lui-même détenu par les reptiliens. Oh, Iron Sky 2. Vous l'aurez compris, on a ici affaire à un film bien plus ambitieux et bien plus déjanté que son prédécesseur, laissant de côté la satire pour embrasser pleinement la pure débilité. Adieu les théories de nazis sur la Lune, place aux théories liées à la fameuse Terre creuse et aux reptiliens, ces êtres intelligents ayant infiltré les hautes sphères de la société en prenant la forme d'humains connus tels qu'Adolf Hitler, Caligula, Margaret Thatcher, Steve Jobs, Oussama Bin Laden ou encore Mark Zuckerberg. Il s'agit ici plus précisément de la race des Vril, des extraterrestres arrivés sur Terre à l'ère des dinosaures et devenus l'espèce dominante avant de devoir se réfugier dans la Terre creuse. Un concept complètement barré inspiré de la nouvelle de science-fiction The Coming Race, publiée anonymement en 1871. Et même si le film est clairement en dessous de Iron Sky premier du nom, ça c'est indéniable, je ne peux pas nier que j'ai passé un très bon moment devant ce délire complotiste. L'humour est certes moins bien travaillé, moins subtil et parfois trop cliché, voire même raté, mais fonctionne par moments étonnamment bien. Mais en dehors de son côté déjanté, Iron Sky The Coming Race n'a franchement pas grand chose à proposer. Il y a bien cette idée du désespoir de l'humanité qui se met à créer des échappatoires spirituels sous la forme de religions absurdes comme le Jobsisme, un culte voué à Steve Jobs et Apple. Et dire que je suis en train de lire mon texte sur un iPad. Qui suis-je réellement ? Pourtant, malgré ses gros défauts, je l'aime bien cette suite. C'est une œuvre ambitieuse comme on en voit peu, avec des visuels vraiment originaux, prenant la forme de maquillage très réussi ou de décors pas trop mal foutus. Petite exception cependant pour ces murs ici. Ouais, ceux-là font vraiment tâche. On dirait de la déco qu'on retrouvait dans une file d'attente d'une attraction à thème. Quant aux effets spéciaux, ils sont pour la plupart vraiment impressionnants. J'ai d'ailleurs entendu et lu beaucoup de critiques qui disaient que les CGI étaient ratés, notamment ceux des dinosaures, mais je ne suis vraiment pas d'accord. On n'est certes pas sur du Jurassic Park, mais ça reste quand même très bien fait, surtout quand on sait que le film a coûté plus de 20 millions de dollars. Un budget certes petit vu l'ambition de Iron Sky The Coming Race, mais bien supérieur à celui du premier film. L'équipe de production aura d'ailleurs énormément de mal à trouver l'argent nécessaire, les investissements des fans ne pouvant suffire. Le tournage a donc dû commencer sans les fonds nécessaires et la post-production s'est retrouvée handicapée par un manque de 2,5 millions de dollars pour terminer les effets spéciaux. Des problèmes qui retarderont la sortie du film de 2 ans. Et après avoir vu le film, je me dis que les efforts en auront valu la peine. Et je suis bien un des rares à le penser parce qu'à sa sortie, Iron Sky 2 s'est fait démolir par les critiques et a été un véritable échec au box-office, ne parvenant même pas à rembourser son budget. Un ratage qui entraînera la mise en faillite de Blind Spot Pictures et de Iron Sky Universe, la maison de production créée spécialement pour produire de futurs films situés dans l'univers de Iron Sky. Cette catastrophe va également porter préjudice aux nombreux fans qui ont investi dans The Coming Race en espérant un retour sur investissement. I lost it. I think that one of the reasons was that suit that they get from one guy from special effect team. That's why it took, I think, over 2 years when they can go to cinema. I got something from Iron Sky 1, but from Iron Sky 2 I didn't get anything. Bref, c'est un échec complet qui met en danger les futures productions de Iron Sky Universe, notamment un spin-off intitulé Iron Sky The Ark, coproduit par la Chine. Vous l'aurez très certainement compris, les chances que le film puisse un jour sortir sont très minces, ce qui pourrait peut-être mettre une fin définitive à l'une des sagas les plus folles de notre siècle. Mais pourquoi cette très longue introduction, me demanderez-vous? Eh bien, j'y viens. Figurez-vous que peu de temps après la sortie du premier Iron Sky, un Suisse du nom de Johannes Hartmann a eu une idée pour le moins originale. Comme Timo Woerenzola à ses débuts, ce jeune réalisateur n'est pas encore très connu, mais a déjà à son actif de nombreux clips musicaux, pubs ou courts-métrages et a cofondé le collectif Decoy, réunissant plusieurs petits réalisateurs. Même s'il n'est ici pas question de nazis sur la Lune, Johannes a néanmoins échafaudé un concept de film complètement fou, à savoir combiner des clichés associés à la Suisse avec le cinéma de genre. Das erste Mal, was so ein Projekt gibt in der Schweiz, meines Wissens. Und ich habe einfach gedacht, es wäre doch cool, eben die Schweizer Heimatfilm-Klischees zu nehmen und die mit einem Genrefilm zu vermischen und das Ganze ein bisschen blutig zu machen und lustig und actionreich.
Pour ceux et celles qui ne sauraient pas ce qu'est le cinéma de genre, sachez que c'est un véritable casse-tête à définir. On pourrait grossièrement qualifier ça de cinéma de divertissement, cinéma d'exploitation ou même série B. Mais c'est en réalité bien plus compliqué. Je ne vais pas m'embêter à débattre sur le sujet, sachant que d'autres personnes l'ont déjà très bien fait auparavant. Mais pour vous donner un petit ordre d'idée, en France par exemple, le cinéma de genre est associé à l'horreur ou à l'étrange. Des styles de films généralement compliqués à produire car réservés à un public de niche. Et c'est exactement le cas en Suisse, là où c'est déjà compliqué de faire un film qu'on pourrait qualifier de normal. Mais qu'à cela ne tienne, Johannes, il y tient à son idée. Il décide alors d'orienter son film sur un personnage mythique et suisse que vous connaissez forcément, Heidi. Ah, Heidi, la fameuse héroïne créée par l'autrice Johanna Spyri en 1888, qui part vivre en montagne chez son grand-père et fera la connaissance de Clara, la jeune bourgeoise en chaise roulante, et de Peter, le berger un peu trop direct. T'as perdu ta langue ou quoi? Non. Seulement toi, tu parles trop. Une histoire intemporelle qui a connu un paquet d'adaptations au cinéma, à la télévision et même en animé au Japon. On a même eu droit en 2015 à un énième film réalisé par Alex Sponer avec l'excellent et regretté Bruno Gans qui s'est fait connaître de tous après avoir incarné un certain personnage moustachu. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiners war ein Befehl! Excellente transition qui va m'aider à faire le lien avec le début de la vidéo. Il se trouve que Johannes Hartmann, plutôt convaincu de son idée de Heidi à la sauce horrifique, a eu le culot d'écrire un mail à Tero Kaukoma, qui est, vous le savez déjà, le producteur des films Iron Sky. Vous l'aurez sans doute deviné, l'idée va plaire au producteur qui va alors aider Johannes à concrétiser son projet baptisé Mad Heidi. Ou Heidi Folle en français. Ouais, ça sonne tout de suite moins classe. Les deux hommes sont bientôt rejoints par le producteur suisse Valentin Greutert qui a fondé en 2015 sa propre maison de production, A Film Company, à laquelle on doit notamment le film Bruno Manzer. Un excellent biopic sur le fameux activiste suisse du même nom que je vous recommande fortement. À l'image de Iron Sky, pas question de s'appuyer sur de grands studios pour financer le projet Mad Heidi ou de le distribuer. Les principaux investisseurs seront les fans. En procédant ainsi, l'équipe de production évite les nombreux problèmes liés aux grands producteurs et distributeurs qui imposent souvent des contraintes artistiques ou sont trop gourmands en termes d'argent. Ayant déjà une bonne expérience grâce aux nombreux clips et courts-métrages qu'il avait auparavant réalisés, Johannes Hartmann tourne en 2018 une fausse bande-annonce de 2 minutes donnant un aperçu de ce que pourrait être le film. Vous l'aurez deviné, c'est l'extrait bien sanglant que je vous ai mis en début de vidéo. En dehors du ton général du futur film, on peut déjà y apercevoir Heidi, incarnée par l'actrice suisse Jessie Moravec, ainsi que le principal antagoniste, le commandant Knorr, ici joué par l'acteur vétéran et également suisse Max Rüdlinger. I love the smell of cheese in the morning. J'ai d'ailleurs eu la chance de le rencontrer en personne au Zurich Film Festival lors de la promotion du projet. I love the smell of cheese in the morning. Et pour ceux qui auraient encore des doutes concernant l'utilisation de clichés suisses pour un film de genre, voyez par vous-même. Le résultat final est officiellement publié en 2018, période durant laquelle le financement est lancé grâce à une boutique en ligne vendant divers produits Mad Heidi, comme cette magnifique tasse. Que j'ai acheté en plusieurs exemplaires, pour offrir à une collègue suisse allemande. Et à ma mère. Oh, et je vous arrête tout de suite. Ceci n'est pas un placement de produit pour Mad Heidi. Je suis simplement obligé de vous en parler pour bien vous expliquer comment fonctionne le financement du film. C'est d'ailleurs l'occasion de parler de l'action Mad Invest, qui met en vente les Heidi Bonds, des actions de 500 francs chacune, et qui sont la principale source de financement du film. Ils ont même créé un mini-jeu vidéo pour expliquer comment ça marche. C'est juste dingue. Bon, moi, le temps que je termine la partie, je vous laisse vite avec le producteur Valentin Greutert qui va vous expliquer en quoi le système de financement de Mad Heidi est différent de tout ce qui a été fait précédemment. Der Film ist größtenteils über Crowdinvesting finanziert. Das heisst, das Publikum, Fans, können irgendwie Anteil kaufen und sind nachher am Umsatz beteiligt von dem Film. Direkt automatisiert, also das heisst, die müssen nachher nicht warten, bis ich mal irgendwie Abrechnungen verschicke, sondern das passiert alles automatisiert. Und das ist eine Weltpremiere, die wir machen in diesem Sinn. Et est-ce que le système a bien fonctionné?
Bah plutôt bien, oui. Sur le million de francs nécessaires pour débuter la production de Mad ID, l'équipe du film a récolté 1,5 million de francs grâce à des fans répartis dans 18 pays. C'est énorme! Après, on ne va pas non plus crier au budget monstrueux, ça reste très petit comparé à d'autres films suisses. Bruno Manzer a par exemple coûté 7 millions de francs, ce qui, vous en conviendrez, reste peu par rapport au budget d'Iron Sky The Coming Race, ce qui est je pense bien plus rassurant pour les nombreux investisseurs. Mais il faut croire qu'un million c'était amplement suffisant à la maison de production Swissploitation, spécialement créée pour le lancement de Mad ID, pour débuter la pré-production du film. Bien sûr, 2-3 aides financières externes viendront encore aider à un peu gonfler le budget. Mais si je reprends exactement les mots des producteurs, Mad ID est le premier film financé par les fans, marketé par les fans, distribué par les fans, dans l'histoire du cinéma. Pour moi, ils ont déjà accompli énormément, ils ont déjà réussi. Parce qu'avoir autant d'abonnés, une telle visibilité au niveau global, et puis réussir à monter un budget avec des fans, avec du crowdfunding et avec cette nouvelle plateforme innovante de investors, moi je crois qu'ils ont déjà changé un petit peu les choses, parce qu'en tout cas ils donnent l'exemple, comme quoi il faut être audacieux, il faut être innovant, et puis il faut y aller. Es ist natürlich eine grosse Herausforderung, so ein Projekt zu machen. Vor allem eben, wenn es das erste Langspielfilmprojekt ist. Aber sehr cool, dass ich die Chance habe, das zu machen. Und denke, es kommt gut. C'est donc en avril 2021 que le film est officialisé, car ayant atteint le budget minimum pour entamer la pré-production. L'équipe a alors commencé à travailler sur les nombreux décors et accessoires, tandis que le casting a été lentement dévoilé. On retrouvera donc Jessie Moravec dans le rôle de Heidi. Ah! Attendez, on vient de me dire qu'elle s'est entre-temps retirée du projet. Dommage. C'est donc la Britannique Alice Lucy qui reprendra le rôle de la jeune fille des montagnes. Et même si je trouvais que Jessie avait vraiment ce petit air de femme suisse forte et charismatique qui allait si bien à cette nouvelle interprétation de Heidi, je dois dire qu'après avoir vu les premières images d'Alice en action, je suis totalement sous le charme et convaincu qu'elle fera un très bon boulot. On retrouvera aussi Max Runlinger qui incarnera à nouveau le commandant Knorr. Peter sera quant à lui interprété par Kel Matsena, tandis que le grand-père sera joué par David Schofield. Mais pour moi, la plus grosse surprise aura été l'annonce de Casper Van Dien dans le rôle du dictateur de la Suisse. Pour ceux et celles qui ne connaîtraient pas encore ce comédien, je vous recommande l'incroyable film de science-fiction Starship Troopers dont il est le principal protagoniste. Par contre, comme pour Mad ID, insensible s'abstenir, ça dégouline de partout. Tout sera influencé par des œuvres cultes telles que Kill Bill, Mad Max, Escape from New York, Machete, Les Faiseurs de Suisse et bien sûr des films déjà cités comme Iron Sky et les nombreuses adaptations de Heidi au cinéma. Quant à l'histoire du film, voici le synopsis officiel. Dans une Suisse dystopique tombée sous la coupe fasciste d'un magnat du fromage, Heidi vit comme une jeune femme simple dans les montagnes. Son grand-père fait de son mieux pour la protéger des mauvaises influences du monde. Mais bientôt, son désir de liberté personnelle va déclencher une révolution. La naïve fille des montagnes se transforme en une combattante féroce qui doit mettre fin aux fascistes du fromage. Ouais, vous l'aurez compris, ils ont vraiment poussé le délire très loin. En ce qui me concerne, vous l'aurez très certainement compris, je suis plutôt fan du projet Mad ID. Je suis la production du film depuis la sortie de la bande-annonce en 2018, qui à l'époque m'avait plutôt bien fait marrer et surtout m'avait pas mal excité. Et comme je m'intéresse beaucoup au cinéma suisse, je ne pouvais pas passer à côté de ce projet unique au monde. C'est pourquoi j'ai décidé de m'impliquer du mieux que j'ai pu, d'abord en me rendant à un événement au Zurich Film Festival où j'ai fait de la propagande dans les rues pour promouvoir le projet. Oui, c'est bien moi là sur cette photo. Puis en investissant dans le film en achetant des actions et des produits dérivés. Vous vous en doutez certainement, sinon je n'aurais pas fait cette vidéo, je ne me suis pas arrêté là. Suite à un appel du réalisateur invitant les personnes motivées à se proposer pour jouer un rôle de figurant dans le film, je n'ai pas hésité une seule seconde pour prendre contact avec l'équipe de production. On m'a alors proposé le rôle d'un soldat de l'armée Morgenstern, les méchants du film si vous préférez, rôle que je n'ai bien sûr pas pu refuser parce qu'on n'a pas tous les jours l'occasion de participer à un projet aussi dingue. Bon, moi dans tout ça je parle, mais... faut gentiment que je bouge. J'ai rendez-vous au quartier général de Mad ID près de Berne pour ma première journée de tournage et je vous emmène avec moi. On va voir ce que ça donne.
Je me permets vite d'interrompre cette splendide entrée pour vous donner quelques précisions. J'avais initialement prévu de le faire directement sur place devant la caméra, mais comme mon train a eu énormément de retard, j'ai dû directement me rendre chez les maquilleuses pour me faire poudrer la face. Je voulais donc simplement vous informer que je ne pourrais filmer que très peu d'images lors du tournage. C'est bien évidemment tout à fait normal et je le savais bien avant de me rendre sur place. Mais en attendant que je tourne mes scènes, je vous laisse avec le Louis d'hier qui lui a pu filmer une journée de tournage en toute légalité. C'est entendu, je reprends le relais. Alors moi aujourd'hui j'ai un immense coup de bol parce qu'en fait la chaîne télévisée qui m'emploie m'a envoyé à Erlar pour aller faire un reportage sur le deuxième jour de tournage de Mad Heidi. C'est extra, du coup on va voir ce que ça donne en termes d'images, etc. Et pour un petit peu clarifier les choses avant de se rendre sur place, les images qui vont suivre ne sont pas officiellement à moi, elles ont été donc filmées dans le cadre de mon travail et non pas dans le cadre privé. Donc je remercie mon employeur de me laisser utiliser ces images. C'était fort sympathique. Maintenant, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner à la rédaction pour monter tout ça pour l'émission du soir. Louis, je te laisse du coup reprendre le relais. Ok, alors moi de mon côté, je viens de terminer le tournage là, on a tourné jusqu'à 19h. Je viens de rendre mon uniforme militaire, je suis également vite passé chez les maquilleuses pour me faire enlever tout le sang que j'avais sur le visage. Puis aussi dans les cheveux, alors, ils sont immondes, vraiment dégueulasses quoi. On va mettre une petite douche tout ça. Je suis crevé. Comme je vous l'ai expliqué avant, je n'ai pas vraiment eu le droit de prendre des images durant le tournage. Du coup, je vais laisser Louis du futur vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé. Moi, pendant ce temps, je vais aller pioncer. Ah! Me revoilà, débarrassé de tout ce faux sang dégueulasse. Alors, que dire de cette journée de tournage? C'était long, mais c'était fun. Bon, pour résumer le début de ma journée de tournage, je me suis d'abord rendu chez les maquilleuses, puis ensuite j'ai dû me grouiller pour aller chez les costumières pour pouvoir enfiler mon costume de soldat. J'ai même eu droit à un nom sur mon costume pour pouvoir clairement m'identifier. Dans le film, j'incarne un personnage du nom de Aspergillus. Ouais, j'étais définitivement pas le plus gâté en termes de nom. Et là, vous vous demandez peut-être qu'est-ce qu'on a bien pu tourner comme scène. Bah, rien de très compliqué en soi. Il s'agissait de deux plans où nous traquions dans une forêt un certain personnage dont je ne peux malheureusement pas vous révéler l'identité par souci de confidentialité. Alors comme je vous ai expliqué avant, j'ai pas pu prendre beaucoup d'images lors du tournage, du coup je vais essayer de vous expliquer schématiquement pourquoi c'était une bonne grosse galère. Alors... Nous avons d'abord dû descendre vers une rivière où nous allions tourner les scènes, mais comme tout était encore très humide, la première descente s'est soldée par la dégringolade de Max, l'acteur jouant le méchant. Heureusement, plus de peur que de mal, il n'a rien eu. Puis nous sommes allés attendre vers la rivière où j'ai constaté deux gros problèmes qui n'allaient pas nous rendre la tâche facile. 1. Le bord de la rivière était boueux et était quasiment impraticable après un passage. Et 2. On allait tourner avec 3 Doberman. Alors moi, je n'ai aucun problème avec les chiens, mais quand ils n'arrêtent pas de gueuler parce que leurs maîtres sont placés à une cinquantaine de mètres afin de les garder excités pour la scène, c'est extraordinaire. À cela s'est rajouté la demeure d'attente supplémentaire pour aller chercher des bottes imperméables pour Max, qui était le seul à ne pas en avoir. Et le plus drôle, c'est que même les bonnes bottes prenaient l'eau à force de traverser la rivière. Mais qu'à cela ne tienne, une fois tous les aimants en place, nous avons enfin pu tourner le plan et nous devions simplement traverser la rivière en cherchant notre proie. Et ce plan-là, on a dû le refaire presque une bonne dizaine de fois, soit parce que les chiens faisaient n'importe quoi, soit parce que des figurants se vautraient dans la boue, ce qui n'a pas manqué de me faire exploser de rire, ou soit parce que nos fusils imprimés en 3D se cassaient. Ah, scheisse.
Alors oui, de loin on aurait cru à des modèles authentiques, mais peut-être un poil trop fragiles. S'en est suivi le reste du tournage où Heidi en personne nous a rejoint pour nous botter le cul, car la seule chose que j'ai fait devant la caméra le restant de l'après-midi, c'était de jouer un cadavre. C'est un rêve qui se réalise. Je ne sais pas ce que c'est la définition du rêve, mais c'est tout à fait intéressant. Pertinent. Bon, moi je suis mort, hein, donc... Exactement. On ne sait jamais où la vie nous mène. Mais bon, si c'est pour le cinéma suisse... Et à ça se rajoute le fait que l'équipe des effets spéciaux est venue nous asperger de sang artificiel et déposer juste à côté de nous des organes d'animaux récupérés chez un boucher. Et en plus, il commençait à faire très froid à force de rester allongé sur le sol. Pas cool. Mais vous savez quoi? C'était quand même génial, surtout grâce à l'ambiance qui était vraiment incroyable. L'équipe de tournage, les acteurs, bref, tout le monde était très sympathique et c'était surtout très intéressant de voir comme ce petit film a fédéré autant de monde, autant en Suisse qu'à l'étranger, comme par exemple Taino qui est spécialement venu de Finlande pour venir jouer son rôle de soldat. Bref, une première expérience de figurant plutôt réussie, ce qui est rassurant sachant qu'une deuxième journée de tournage m'attend encore. C'est parti! Ok, alors je viens d'arriver à Längstigenalp, c'est près d'Adelboden dans le canton de Berne. Un endroit vraiment magnifique. Là on peut voir qu'il y a le soleil qui est déjà un petit peu en train de se lever. Ça va vraiment être une belle journée de tournage, je pense. Aussi intense comme la dernière fois, mais franchement j'ai plutôt hâte. Maintenant je vais aller rejoindre l'équipe et ensuite on montera en haut et là il y aura la suite du tournage, la suite de la course-poursuite qu'on avait tournée dans la forêt lors du premier jour de tournage. Allez, c'est parti. We're lucky it's sunny, but even though it's sunny, it's very cold. I love the smell of coffee in the morning. Voilà, c'est une fin de journée, je suis crevé. Maintenant je vais avoir 2 heures de route. Si jamais c'est Lilo qui est en train de filmer, très aimable de sa part. Alors on va rentrer et puis je vais vous faire un petit débrief. On se voit tout de suite. Alors, donc, je fous pas de casquette plate moi, plus ça décoiffe. Donc, c'était de nouveau une expérience de tournage incroyable, quoique un peu plus physique que la précédente, mais incroyable quand même. Je me permets vite une nouvelle interruption. Promis, cette fois-ci c'est la dernière. Il faut que vous sachiez que la partie finale de cette vidéo a été écrite dans l'idée d'imaginer comment pourrait être la réception de Mad Heidi, soit par le public, soit par moi-même. Sauf que cette section,
Elle fait sens que si le film n'est pas encore sorti, et le problème c'est que j'ai pris énormément de retard pour le montage de cette vidéo. Du coup, au moment où je termine la vidéo, c'est-à-dire en septembre 2022, le film a déjà droit à ses premières diffusions, que ce soit une au Festival international du film fantastique de Bruxelles ou encore au Zurich Film Festival. Et comme j'ai pas vraiment la motivation de tout recommencer, je vais laisser la fin en l'état, mais au moins vous êtes au courant. Ah, puis je tenais aussi à vous avertir que depuis que j'ai écrit le texte, c'est-à-dire il y a quelques mois, voire presque bientôt même une année, certains chiffres que j'ai mentionnés concernant Mad ID ont peut-être entre-temps changé, soit ils ont augmenté, soit ils ont baissé, voilà. Au moins vous êtes au courant, si d'un coup certaines données ont changé entre-temps, c'est normal, c'est parce que la vidéo a beaucoup de retard et que je n'ai pas retouché le texte depuis. Voilà. Bonne suite de vidéo et bonne suite de montage à moi. Maintenant, la question qu'on pourrait un peu se poser serait bêtement, est-ce que le film sera bon ? Et ça, ma foi, impossible d'y répondre pour le moment. On peut déjà néanmoins s'attendre à une œuvre pleine d'humour, de violence et de références à la Suisse et au cinéma d'exploitation, et à un résultat soigné dans lequel toute une équipe de production a mis tout son cœur. Moi-même je me demande déjà si le film me plaira. Certes, j'ai suivi le projet de près, certes, j'ai fait une apparition, certes, j'ai eu l'occasion de discuter avec des personnes incroyables ayant à cœur un projet commun, certes, j'ai pu travailler avec une équipe talentueuse et pleine d'ambition, mais le résultat final de tout ça, c'est une autre paire de manches. J'ai beau avoir beaucoup apprécié les deux films de la saga Iron Sky, on sait d'ores et déjà que Mad ID sera radicalement différent, notamment côté violence. Le parti pris du gore et de la provocation vont très certainement me partager. Certaines idées me feront rire, tandis que d'autres me rebuteront. J'ai naturellement quelques attentes concernant le film, mais la plus importante reste l'impact qu'il aura sur l'industrie du cinéma en Suisse. Comme je l'ai déjà dit au début de la vidéo, des films de genre en Suisse, c'est rare. Ici, c'est très difficile à produire et on n'est donc pas habitué à ce genre d'œuvre. La preuve, avant même sa sortie, Mad ID fait déjà polémique en raison de sa violence extrême. Certaines marques typiquement suisses ont même refusé d'être associées à l'œuvre et l'un des scénaristes s'est littéralement fait renvoyer de la police zurichoise où il occupait un poste. Ses employeurs auraient même déclaré que toute personne liée à un produit aussi brutal et controversé n'est pas apte à occuper un poste de direction. Le tribunal fédéral jugera cependant que le licenciement du scénariste était abusif. Mais la problématique reste là. La Suisse, pays producteur de Mad ID, ne semble pas être prête pour une œuvre aussi folle. Et ça paraît assez évident quand on entend les gens en parler. C'est clairement le plus sanglant, c'est le plus fun, c'est le plus décalé, c'est le plus satirique. I think this is so crazy. So much blood and I think it's a crazy idea. Ils vont tellement dans l'exagération, ils vont dans une telle satire, ils vont dans une telle mise en abîme de nos propres clichés sur nous-mêmes, en reprenant finalement les codes de l'exploitation, du cinéma d'exploitation et avec cette figure légendaire de Heidi, je crois que c'est vraiment le summum en fait. Dass man da jetzt wirklich so die Schweizer Grenzen ein bisschen austesten und mit der Klischees spielen. Und dass natürlich Gore ist und Splatter und blutig. Endlich mal, es wird langsam Zeit, dass man das mal sieht. Est-ce qu'un film comme Mad ID ne serait pas justement nécessaire pour faire bouger les choses? Est-ce que ce film pourrait justement sortir le cinéma suisse de sa zone de confort, tenter de nouvelles choses, voir plus loin? D'autres œuvres ont déjà tenté de faire le premier pas et s'y sont cassés les dents, mais là on parle d'un film dépassant les frontières suisses et ayant fédéré des fans du monde entier, un petit film avec déjà une grande renommée internationale plus d'1 an avant sa sortie. Ne s'agirait-il pas de l'œuvre qui pourrait tout changer? C'est justement aussi important de ne pas oublier que Mad ID n'est pas uniquement destiné au marché suisse, mais aussi au marché mondial. Une stratégie qui se veut logique puisque le film n'est pas nécessairement adressé à son pays d'origine et a été produit par des personnes issues du monde entier. C'est peut-être aussi la raison principale qui explique pourquoi l'œuvre a été tournée en anglais, pour atteindre un public plus large, chose qui aurait été impossible si le film était en suisse allemand, ce que je regrette car il perd ainsi un peu de son identité. Et honnêtement, je pense que Mad ID aurait été encore plus drôle s'il avait été tourné en dialecte. Mais ça reste purement mon avis. Une diffusion internationale permettra au film d'être davantage visionné et donc de se rentabiliser. On pourrait donc imaginer que si Mad ID est un succès, d'autres films pourraient être financés de la même manière, y compris en Suisse. L'équipe de production l'a dit, si le succès est au rendez-vous, il pourrait y avoir d'autres œuvres Swissploitation, d'autres créations filmiques qui tentent de nouvelles choses sans être gênés par des producteurs ou des distributeurs. On aurait là un véritable renouveau du cinéma suisse, quelque chose qui pourrait bouleverser le système de production. Et c'est pour ça que j'aime Mad ID. J'aime ce que ce film représente. J'aime le fait que des personnes créatives veulent tenter leur chance et proposer du neuf. J'aime qu'on mette au point d'autres moyens pour atteindre ses rêves. J'aime qu'on veuille changer les mentalités. J'aime qu'on veuille simplement créer. Même si on ne sait pas si Mad ID aura du succès, même si on ne sait pas si ce sera un bon film, même si je vais peut-être ne pas l'aimer, voire le détester, il aura au moins accompli l'essentiel, essayer de faire changer les choses.
Voilà, c'était l'épisode Cinelvet dédié à Mad ID. Excusez-moi encore pour la très longue durée de la vidéo, mais j'avais tellement de choses à dire sur ce projet dont on reparlera forcément sur cette chaîne. N'hésitez pas à vous abonner pour ne louper aucune nouvelle vidéo. Et surtout, n'oubliez pas, regardez des films et encore mieux, faites-en. Allez, à la prochaine.